très content du confort que ça apporte d'avoir une Mercedes, et demain, je dois la vendre. Comment maintenir la motivation et la passion pour son projet sur le long terme? Il y en a beaucoup qui se lancent dans l'entrepreneuriat en pensant que ça va être tout beau tout rose. La réalité, c'est qu'on est motivé quand on commence, mais après, c'est pas la motivation qui nous tient. Il faut avoir conscience qu'il y a un moment où en effet la passion, elle va être quelque peu oubliée, parce que si vous faites les choses uniquement parce qu'il faut les faire mais qu'il n'y a plus d'énergie dedans, ça va se ressentir aussi. L'entrepreneur n'est pas une personne qui va être à 100% tout le temps motivé et passionné. C'est impossible. Vous n'allez pas trouver directement votre passion. Moi, j'en suis à... Attention à ce que tu vas dire. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau podcast de Grandir par l'entrepreneuriat. C'est un plaisir comme d'habitude de vous accueillir et aujourd'hui, je suis à nouveau avec Lindsay. Et oui. Bonjour. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Ça va. Bon, c'est pas comme si je l'avais pas vu tout à l'heure, hein, je vous rassure. Bon, aujourd'hui, on continue sur le même concept. Pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, on fait des épisodes de podcast, Lindsay et moi-même, où nous répondons à des questions que vous pouvez poser ou des questions plus générales sur l'entrepreneuriat qui se posent de manière globale. Et évidemment, plus vous nous poserez de questions, plus on sera en capacité d'y répondre. Donc ça, c'est important, que ce soit en commentaire de nos vidéos, que ce soit en privé, parce que vous voulez nous donner un détail de vos questions. Envoyez-nous un message et évidemment, nous, qu'est-ce qu'on fera ? On la récupérera, on la stockera et on la posera ici pour le podcast. Pour y répondre. Évidemment. Vous avez compris. Donc du coup, c'est parti. On va reprendre évidemment les questions qui n'ont pas encore été traitées. Évidemment, la liste s'allongera avec le temps. Notre but, c'est d'en traiter un maximum. Donc des fois, de vous faire des réponses potentiellement longues parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Des fois aussi, essayer de nous raccourcir pour essayer de laisser plus de place à d'autres questions. Quoi qu'il arrive, on est là et on y répond. Et c'est parti pour la première. Sujet intéressant d'ailleurs. Comment maintenir la motivation et la passion pour son projet sur le long terme? Ça, c'est une vraie problématique pour les entrepreneurs. C'est-à-dire que, en fait, il y en a beaucoup qui se lancent dans l'entrepreneuriat en pensant qu'en fait, ils vont... ça y est, ça va être tout beau tout rose, que ça va être trop bien, etc. Mais en fait, la réalité, c'est qu'on est motivé quand on commence, mais après, c'est pas la motivation qui nous tient. Et c'est ça le truc, c'est que comment est-ce que on garde soit cette motivation, qu'on peut appeler motivation, on va voir s'il y a d'autres mots qu'on peut y donner, ou comment est-ce que je crée de la passion dans ce que je fais, ou est-ce que je l'ai, est-ce que je l'ai pas? Il y a tellement de sujets, je te laisse l'honneur. Lindsay, à toi de jouer. Je pense que c'est hyper important de comprendre qu'il y a... Enfin, je pense que c'est pas une généralité, mais une grande majorité en tout cas, où en effet, il y a un moment où au début, on se lance dans un projet, on a soif, on a envie, vraiment on est à fond dedans et on est vraiment passionné parce qu'on se lance avec une idée précise de ce qu'on veut. Et souvent, on a faim, et faim d'argent aussi, je le mets dans la boucle. Oui, mais... Déjà, envie de transmettre, envie de voir naître aussi ce qu'on met en place. C'est un peu idéaliste. Hein. Et tout le monde n'est pas comme ça. Laisse-moi tranquille. C'était moi qui réponds. Oui, tu as raison. Et c'est un très bon exemple. Je te laisse continuer. Vous avez vu, un peu des fois, je suis un peu tatillon. Hein. Mais je pense qu'il faut avoir conscience qu'il y a un moment où, en effet, la passion, elle va être... quelque peu oublié, parce qu'il y a énormément de choses à mettre en place pour lancer sa société, énormément de compétences à acquérir si on ne les a pas encore, ou en tout cas à développer, même si on se sent prêt. En fait, il y a des tas de choses auxquelles on se retrouve face, qu'on n'avait pas anticipé de la bonne manière, ou qui méritent une adaptation, ce qui fait que ça nous éloigne de notre passion à proprement parler, et qui nous amène à des choses qui sont plus contraignantes, mais qui sont un passage obligatoire. Je pense que ce qui est important, quand on commence après derrière à mettre en place, par exemple, du contenu, des choses comme ça, qui deviennent du coup beaucoup plus oui, c'est une routine. En tout cas, c'est quelque chose qui n'est plus aussi agréable et qui devient une obligation pour le développement de l'activité. Exactement. Donc ça, c'est des tâches en fait qu'on doit avoir, qu'on doit faire. Et des fois, en effet, on perd un peu le côté passionné qu'on avait sur des sujets. Et il y a un moment, je pense qu'il faut se dire, OK, stop. J'ai prévu ça, j'ai prévu de faire ça comme ça, il y a peut-être un mois, parce que je l'ai listé dans cet esprit-là. Mais là, j'ai eu une nouvelle information, j'ai eu une réflexion sur quelque chose qui, là, tout de suite m'anime.
qui est aussi en lien avec ce que j'avais prévu de faire. Ok, donc j'adapte à ce moment-là. Je prends toutes les compétences que j'ai développées et je les mets au service de ce sujet-là qui va vibrer, qui va être en accord avec ce que j'ai envie de partager maintenant et qui va aussi ressortir beaucoup plus fort. Parce que si vous faites les choses uniquement parce qu'il faut les faire mais qu'il n'y a plus d'énergie dedans, ça va se ressentir aussi. Et on se décale à ce moment-là de son objectif indirectement. Donc je pense que c'est important de toujours finalement savoir s'équilibrer et à un moment se poser la question de se dire ok, moi ce qui m'anime vraiment c'est ça, là tout de suite ce qui me fait vibrer c'est ça, ok, je l'adapte à ce que je dois faire pour rester justement dans cet état où on a envie et où on est bien. Et il ne faut pas dramatiser, il ne faut pas culpabiliser si à un moment vous le perdez parce que ça fait partie quelque peu du processus, surtout au début je pense, enfin, moi je sais que j'en suis passée par là. On se dit non mais là j'y prends plus de plaisir, là c'est vraiment c'est de l'obligation et à la base je m'étais pas lancée dans ce projet pour ça. Ok, donc très bien, est-ce que ma passion pour ce projet elle est toujours là? Oui, très bien, comment je la ravive, comment je la remets en fait dans ce que je suis en train de faire pour rester en accord avec moi-même. Et il faut aussi accepter des fois que le projet on le pensait peut-être incroyable et peut-être qu'un jour on se dira ouais mais là tout de suite ça ne matche plus avec moi. Et ça, il faut le dédramatiser parce que c'est vrai que beaucoup vont penser que parce qu'ils considèrent que peut-être c'est plus le bon projet, ça y est, ils sont mauvais, c'est des gens pas bien parce qu'ils ne croient plus en ce qu'ils ont proposé. Ou... Non, c'est OK. Et il faut le dédramatiser en effet et tu as raison de l'amener comme ça. Et ça peut aussi être temporaire. Peut-être que là, voilà, sur le moment, là, c'est peut-être plus le temps d'y investir autant d'énergie et de temps, mais peut-être que plus tard, ça sera de nouveau d'actualité. Mais il faut s'écouter et il faut accepter, en effet, il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute pour toujours vérifier que, en effet, il y a toujours cette petite flamme. Exactement. Et moi, je suis très pragmatique aussi sur cette vision-là, c'est-à-dire que on peut pas aimer tout ce qu'on fait. Je prends l'exemple de l'administratif, moi, et comptabilité. Alors, les chiffres, savoir où on en est, c'est pas trop le souci, mais la comptabilité, à proprement parler, d'aller donner les reportings, les machins, les trucs, ça, j'aime pas du tout. Et j'ai choisi justement des sociétés avec des montages qui sont faits pour que j'ai le moins possible de faire ces choses-là, à faire ces choses-là. Mais par contre, il y a des moments où on doit les faire. Et quand on doit les faire, on les fait. Et en fait, c'est vrai qu'on peut pas aimer tout ce qu'on fait dans une activité, qu'il y aura des choses qui vont nous driver plus et des choses qui vont moins nous driver. Le tout, c'est d'accepter déjà qu'au début, on est obligé de les faire. Et on n'a pas le choix. Quand on est tout seul, quand on commence, on n'a peut-être pas nécessairement la force d'être avec des associés ou la chance d'être avec des associés. Donc, on doit le faire nous. Donc, il faut passer par là, il faut le comprendre. Par contre, plus notre activité peut fonctionner, plus on va rentrer, entre guillemets, le chiffre d'affaires, plus ça va être la question de se poser, ok, est-ce que je peux le déléguer en termes de coûts et en termes de, je dirais même de gestion globale, parce que je vais essayer de donner un exemple. Ma comptabilité, aujourd'hui, si je la délègue, eh bien, ça veut dire que j'ai plus de visibilité sur mes marges. Ok, peut-être. Mais si je mets en place une comptabilité qui me permet d'avoir une visibilité avec un reporting sur un outil bien précis, ça devient intéressant. Donc, il y a une notion où le déléguer, oui, mais pas n'importe comment. Et donc, l'idée va être là. Ok, donc je commence par là, je reste pragmatique, j'aime ou j'aime pas, ce que j'aime pas. Une fois que je sais le faire et que je tourne assez bien pour le déléguer, je le délègue. On optimise les setups, etc. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Je me concentre un peu plus sur ce que j'apprécie un peu plus. Dans l'eau, il y aura toujours des choses que j'aime moins. Et il y aura toujours des choses qu'on aime moins. Mais au moins, je peux focus mon énergie. Et pour ceux qui pensent justement vision long terme et qui veulent garder une certaine envie, motivation, plaisir, je parlais moins de plaisir ici, je pense que c'est important de vraiment trouver ce qui nous plaît. Et dans ce qui ne nous plaît pas, pourquoi ça ne nous plaît pas ? Parce qu'en fait, des fois, dans ce qui ne nous plaît pas, ça peut être un détail. J'ai dit l'exemple des chiffres, moi j'adore les chiffres, mais la compta, le côté reporting, j'aime pas. C'est pas la compta au global que j'aime pas en fait. C'est la partie reporting, de devoir donner à une institution, de devoir donner ci, de faire ça, de mettre une facture, de récupérer la facture quand je vais au resto, enfin bref, tout ce genre de choses qui moi m'embêtent en fait. J'ai pas envie d'avoir à penser à ça. Par contre, je sais le faire. Je comprends comment ça fonctionne. Et je le fais. Et je l'ai fait. Et je le fais moins. Mais je peux le faire plus par moment, selon les sociétés, etc. Et l'idée, c'est aussi de se dire, c'est OK. Même si j'aime moins, c'est OK. Et j'ai pas à mettre une pression incroyable parce que dans mon activité, il y a des trucs que j'aime pas. J'essaie de venir sur ça aussi, c'est que
l'entrepreneur n'est pas une personne qui va être à 100% tout le temps motivé et passionné. C'est impossible. Vraiment, c'est impossible. Je pense que là, nous, on le voit. Hein, il y a des choses qu'on fait simplement, qu'on va procrastiner souvent parce que c'est des choses qu'on n'aime pas. Par contre, si on l'a listé en tant que tâche, qu'on l'a mis à faire, qu'on l'a timé et qu'on sait qu'on va le faire sur tel timing, en fait, une fois que c'est réglé, c'est plus un poids. Et donc, en fait, il faut juste approcher les choses, et c'est ce que tu disais directement avec la notion de tâche, tels que des sujets à traiter. Moi, j'appelle ça des to-do. Moi, je veux que ma to-do, elle soit faite, qu'elle soit là, qu'elle existe. Dès que j'ai un truc qui me passe en tête, que j'apprécie ou que j'aime pas, boum, ça va dans la to-do. Et dans la to-do, je vais essayer de prioriser justement ces choses que j'aime moins. Alors, ça ne veut pas dire que je vais toutes les faire d'un coup, mais si aujourd'hui j'ai un timing où je me laisse 6 heures de travail sur la journée, je vais prendre peut-être la première heure à régler la to-do des trucs simples, mais que j'aime pas, qui sont chiants, et au moins c'est fait. Et comme ça me donne un sentiment de « Ah putain, j'ai réussi à accomplir ça », et je me concentre sur le reste. Donc le fait de l'organisation du travail aussi va aider à avoir aussi ce plaisir à travailler qu'on n'aura pas tout le temps, encore une fois. Mais c'est une vraie technique. Hein. J'ai oublié le nom de cette méthode, il faudrait que je retrouve pour la prochaine fois. Mais en gros, ça consiste à classer en 4 catégories les tâches qu'on a à faire. La catégorie prioritaire, celle qu'on doit faire en premier, c'est les choses... Ouais, c'est les tâches qu'on n'aime pas, mais qu'on doit faire obligatoirement. La deuxième catégorie... Je ferai le cadran après. La deuxième catégorie, c'est les choses qu'on aime et qu'on doit faire absolument. La troisième catégorie, c'est les choses... là, je donne les 4 catégories, c'est pas dans l'ordre où il faut les faire. Hein. Parce qu'après, du coup, on va se retrouver avec la catégorie des choses qui ne sont pas essentielles et qu'on n'aime pas. Donc celle-ci, c'est la catégorie qu'on fera en dernier. Et il y a la catégorie des choses qu'on aime, mais qui ne sont pas essentielles. Donc en gros, dans l'ordre, on va se répartir en premier ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas qui sont obligatoires, parce qu'il faut y passer, mais en alternant les deux. En commençant par quelque chose qu'on n'aime pas, et en gros, c'est un peu le système de la récompense. On se récompense avec quelque chose qu'on aime. Après, on refait quelque chose d'important qu'on n'aime pas, quelque chose d'important qu'on aime. Après, on passe à ce qu'on aime et qui n'est pas spécialement important quand on a fini l'important, qu'on alterne avec des choses qu'on n'aime pas et qui ne sont pas importantes. À savoir quand même que ce qu'on n'aime pas et qui ne semble pas important, à force de le retarder, ça deviendra une priorité. C'est pour ça qu'il faut jouer le fait d'alterner, parce que sinon, si on retarde tout le temps ce qu'on n'aime pas, le risque, c'est qu'un jour, on se dise, bon, voilà, maintenant, ça, c'est une priorité, et toute ma journée, là, je vais devoir y passer à faire que des choses que j'aime pas. Et c'est dommage, parce que dans ces cas-là, c'est des journées qui sont éprouvantes. Donc, le mieux, c'est d'être il faut un peu de rigueur avec soi-même, pour aussi se dire, je mets les mains dans le cambouis, et peut-être que c'est pas un moment de plaisir, mais de toute façon, il faut y passer, et ça m'emmène toujours dans la direction où je veux aller avec la société. Et je vais rebondir sur ça, parce que moi, du coup, la notion, c'était pas plaisir à ce qu'on aime la chose par rapport à l'importance, c'était l'urgence par rapport à l'importance. Vraiment purement organisationnel, là, c'est vraiment pas lié aux choses qui nous plaisent ou plaisent pas. Et c'est vraiment, on a le sujet d'une courbe avec côté importance, donc moins important à très important, et dans l'autre sens, donc du coup, pas urgent, très urgent. Et donc du coup, plus tu es dans la case du très important et très urgent, qui est tout là-haut, plus ça doit être priorisé. Et après, ce qui est donc du coup très urgent mais pas important, on ne priorise pas et on le laisse pour plus tard. Et tout ce qui va être donc important mais pas urgent, ok, on peut aussi le laisser pour plus tard. Et tout ce qui va être du coup non important et non urgent, ce sera encore plus tard. Donc en fait, le tout, c'est de timer un peu par rapport à ces éléments-là, où est-ce que ça se situe, les actions qu'on doit faire. Et donc ça, c'est vraiment purement organisationnel, mais qui n'était pas nécessairement lié à notre sujet-là, même si, indirectement, le fait d'organiser par ce qu'on aime, par l'urgence, par l'importance, va nous permettre de effacer des tâches dans la to-do qui nous mettent dans un état où on est satisfait d'avoir avancé et de réaliser des choses. Et dans les outils aussi importants qui peuvent aussi vraiment aider, je pense, quand justement on a, entre guillemets, quand on se perd un peu dans notre vision, dans notre objectif et dans la passion qu'on a dans nos tâches, je pense que tu vois, la réalisation d'un vision board, par exemple, ça peut être hyper intéressant.
Et vraiment, l'avoir vraiment dans son espace de travail. Donc, moi, par exemple, j'en ai un dans mon bureau. Ça peut être un fond d'écran, ça peut être... Et c'est une petite piqûre de rappel. Et inconsciemment, parce que au début, forcément, il y a la conscience qu'on émet quand on le fait et quand on le voit. Mais le simple fait déjà de le voir, même inconsciemment, tous les jours, ça a un impact sur le cerveau qui est très fort. Et je pense que ça peut être intéressant aussi. C'est un petit outil... voilà, on peut le faire, ça peut prendre différentes formes, mais je pense que c'est important. Je vais expliquer, parce qu'en fait, tu as 2 types de vision board. Moi, je sais que je l'ai fait en vidéo, mais image, photo, c'est pareil. L'idée, c'est vous référencer, vous faites une liste de tout ce que vous aimez, ce qui vous plaît et ce que vous voulez pour l'avenir. Donc là, on parle vraiment de choses qui sont un peu des rêves, qui sont des passions, qui sont des plaisirs de comment vous imaginez plus tard faire. Je prends l'exemple, ça peut être des voyages, ça peut être un mode de vie avec une maison particulière, ça peut être très matériel avec une voiture, ça peut être ce genre de choses qui sont vraiment propres à vous-même, que vous définissez et tel que vous voyez la vie. Ce vision board va vous permettre de réunir ces éléments-là, et en les réunissant, que ce soit sous forme d'image ou de vidéo, vous allez avoir un support sur lequel les visualiser. Et là, on parle du sujet de la visualisation. C'est pour ça qu'on parle de vision board, parce que vous avez la vision de ce que vous voulez sur votre tableau, tableau vidéo ou photo, encore une fois. Et en fait, vous visualisez constamment ce vers quoi vous voulez tendre. Et le fait de garder ça en tête, d'avoir cette piqûre de rappel, de constamment vous confronter à ça, en fait, vous allez naturellement l'intégrer dans votre conscience et considérer ça comme un acquis. Moi, ce que j'ai fait, et c'était un ami à moi qui m'avait incité à le faire avec des méthodes bien précises, c'était de réaliser donc un vision board vidéo. Ce vision board, il avait dit, on écrit à chaque passage d'un vision board qui est sélectionné, on écrit en dessous, au présent, ce qu'il se passe, ce qu'on veut pour nous. Par exemple, j'ai un cash flow de 10 000 euros. Ok, très bien. Derrière, j'avais une image qui bougeait, qui me visualisait cette image du cash flow. Alors, c'était pas que monétaire, mais c'était un statut de vie que je voulais atteindre et que je voyais en voyant cette phrase. C'était, par exemple, moi j'ai une autre phrase qui est j'ai bienveillance et j'ai des valeurs de bienveillance et d'entraide. J'ai des amis qui sont tout aussi bienveillants que moi. J'ai ci, j'ai ça. Et, j'ai une voiture telle qu'elle. J'ai un capital global de temps. J'ai voilà, et tout était au présent. Je voyage 3 à 5 fois l'année. Et aujourd'hui, on y est, on est même à plus que ça. Je fais ci, je fais ça. Et ça, je l'ai réalisé période Covid, début du Covid, donc 2020. Et ce vision board aujourd'hui, quand on le regarde, la réalité, c'est que faudra qu'on se le regarde ensemble, mais c'est qu'il y a une bonne partie qu'on a déjà réussi, accompli, fait, et qui font partie partiellement ou totalement de notre quotidien. Et donc maintenant, l'idée, la question, c'est ok, je reviens sur mon vision board, quelques années plus tard, donc je vois déjà que j'ai réalisé ces choses-là. Donc la visualisation a eu un effet bénéfique sur mes activités, sur mon développement personnel, business, etc. Et maintenant, j'ai une autre vision du monde. Donc c'est reparti. Il va falloir qu'on refasse un vision board. Mais oui, mais c'est pour ça que c'est important. Je trouve ça hyper important. Au même titre qu'il y a les objectifs, donc moyen long terme, mais ça peut être aussi court terme, dans le sens où ça peut être aussi être un vision board pour une période bien précise. Donc ça peut être par exemple, si vous êtes lancé dans votre société, voilà, vous êtes dit, bon bah voilà, là, sur ma première année, au bout d'un an, je veux ça. Et ben, ça peut être un vision board qui soit prévu pour durer 1 an aussi. Ça peut être vraiment... Il y a plusieurs façons d'adapter votre vision board, et ça peut être aussi des vision boards différents en fonction de ce que vous voulez dans votre vie. C'est vrai que là, tu as présenté un vision board qui est incroyable et qui est très complet et qui prend les différentes sphères de la vie dans sa généralité. Mais ça peut être aussi un travail qui... Parce qu'au début, ça peut faire peur d'entamer un travail aussi gros. Ça peut aussi se décomposer en différents vision boards, peut-être plus courts, ou peut-être plus réduits, ou peut-être plus ciblés aussi. Mais c'est un outil qui est vraiment intéressant et qui aide aussi justement à garder son focus et à rester motivé et à rester dans l'énergie et à conserver cette passion, je pense. C'est ça. Et c'est un focus et une énergie qui est vraiment basée sur vos envies et ce qui vous drive et ce qui vous pousse en fait. Et je sais que mes premiers vision boards que je faisais à l'époque et maintenant, alors évidemment au tout début où je découvrais le développement personnel, je découvrais le business, forcément ces vision boards étaient orientés sur ce qu'on m'avait donné, et avec le temps je les ai orientés vers ce que je voulais. Et c'est pour ça que l'idée de le faire est d'autant plus important
parce que c'est en le faisant qu'on arrive à savoir est-ce que c'est vraiment ce que je veux, est-ce que ça j'ai envie. Je prends l'exemple, la Mercedes, la fameuse Mercedes. Moi, ça a été un sujet. Je voulais à tout prix une Mercedes et je voulais que ma voiture, ce soit celle-ci, pas une autre, etc. Un modèle bien particulier, bien précis. Voilà. Ça a été ça depuis le début, vraiment, de l'entrepreneuriat. Ça a été un sujet. Et en fait, là aujourd'hui, j'ai une Mercedes qui n'est pas exactement ce modèle-là finalement, parce que l'opportunité et le sujet d'où je suis aujourd'hui, d'où je vis, a fait que. Mais en fait, c'est très bien, première chose, parce que ça prouve que le vision board, même si on le définit, en fait, il est adaptable. Et ça évite de se cantonner dans une boîte. Mais surtout, une fois que je l'ai eu, donc ça a été un objectif acquis, trop bien, énergie, émotion, ressenti, tout bien. Et en fait, finalité, aujourd'hui, maintenant, alors je suis très content du confort que ça apporte d'avoir une Mercedes, mais demain, parce que je suis dans une mauvaise situation financière, je dois la vendre pour acheter une plus petite voiture, c'est totalement OK. Parce que c'était pas une nécessité, mais c'était un objectif. Parce qu'à l'époque, c'était un symbole, ça représentait quelque chose pour toi. Exactement. Et donc du coup, finalité, j'avais besoin de mettre ça dans mon vision board pour l'atteindre, pour me prouver que, mais ça aurait été quelque chose d'autre, ça aurait été aussi OK. Et aujourd'hui, ce que vous allez mettre dans votre vision board, c'est pas pour autant que vous allez continuer à le vouloir plus tard. Donc, c'est aussi OK si ça change, si vous adaptez, si vous pivotez, et ça a du bon d'ailleurs. Et d'ailleurs, il y a aussi, alors ça c'est une alternative, ça reste un vision board, mais c'est un peu plus... ça demande un travail de développement personnel qui est un petit peu différent. Il y a aussi un vision board qui est plus intuitif, où des fois il y a des photos, des images qui peuvent vous inspirer. Vous ne savez pas forcément pourquoi sur le coup. Et moi, je sais que je l'ai fait. Et quelques mois après, je me suis dit, mais en fait... Mais c'est exactement ça dans mon vision board. Et c'est incroyable parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des choses qui nous ont, qui nous attiraient sans qu'on en soit franchement conscient. Et en fait, ça nous fait un bien fou. Donc, il faut aussi, pourquoi pas aussi, se laisser guider donc, par sa passion et aussi par son intuition aussi dans des projets comme ça parce que généralement, ça amène des jolies choses. Et c'était quoi ce sujet ? Moi, je veux savoir maintenant. C'était... du coup, toi, tu le sais maintenant, mais c'était en fait une représentation des 7 chakras. En effet. Bon, pour que vous compreniez, non, c'est un secret. C'est un secret, c'est personnel. Très bien. C'est personnel. Et oui, soit, tant pis, vous ne saurez pas. Vous pouvez poser la question en commentaire, c'est quoi le 7 chakras ? Et peut-être qu'elle répondra. Peut-être pas. Un peu de suspense. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter aussi pour ces personnes qui veulent garder vraiment la motivation et la passion dans leur activité et même peut-être dans peu importe ce que ça peut être d'ailleurs, l'activité en tant que telle, mais garder ça sur du long terme. Moi, je pense que ce qui aide aussi, c'est l'entourage. Avoir un entourage qui nous soutient et avec qui croit aussi en nous, je pense que ça aide vachement. Même si c'est par des petites choses, ça peut être vraiment un like sur une publication professionnelle que vous faites. Rien que ça, je trouve que ça motive. Parce que les débuts d'une société, c'est dur. On peut facilement se sentir seul. Après, s'il y a des associés, c'est encore différent. Mais si on lance une société seule, ça peut être un peu compliqué. Et je trouve qu'à ce moment-là, la force de l'entourage prend vraiment une dimension particulière. Je suis totalement d'accord. Et moi, je vais donner un exemple. Parce qu'on pense tout de suite entrepreneur. C'est bien d'avoir des gens qui ont la même vision que vous, qui vont dans la même direction, mais tous les entrepreneurs ne sont pas non plus bien et ne peuvent pas nécessairement correspondre à vous. Je m'explique. Ça m'est arrivé plusieurs fois, moi, d'être avec plein d'entrepreneurs depuis des années maintenant, et des entrepreneurs avec qui je ne connecte pas du tout, parce que leur vision de soutenir l'autre, c'est plus de leur dire que c'est pas bien ce qu'ils font et qu'il faut faire autre chose. Et en fait, moi, j'ai du mal avec ça, parce que je suis plus du genre à, ok, dire peut-être tu vas faire une erreur là, attention, là, t'as un sujet, mais de pousser la personne dans la direction où elle va, pour qu'elle fasse aussi ses erreurs. Le but, c'est pas d'empêcher de faire les erreurs, parce que les personnes, ils feront leurs erreurs, de toute façon. Et à un moment ou un autre, il faut. Mais de voir si vous êtes un tempérament de personne qui veut des entrepreneurs autour de vous, mais qui vont pas vous
indirectement descendre. Moi, j'ai vu ça plein de fois, des entrepreneurs qui mais non, mais ce que tu fais, ça c'est compliqué, il n'y a pas de marché. En fait, qui mettent leur peur, leur croyance à eux, qu'ils ont rencontrées sur leur chemin, dans vous. Et en fait, ça c'est une problématique parce que ça ne fait que vous démotiver parce que c'est quelqu'un qui a de l'expérience qui vous le dit. Et ça, c'est dur. Ça, moi, ça me fait énormément chier, littéralement. C'est de voir des entrepreneurs qui, parce qu'ils pensent tout savoir, parce que l'ego se développe aussi dans l'activité, parce qu'ils pensent tout savoir, vont dire que ce qui est fait, c'est mauvais. Alors, bien sûr, il y a des règles, des choses qui fonctionnent plus à un moment, à un autre, etc. Mais essayez de vous entourer de personnes, comme tu l'as dit, qui vont vous soutenir, mais qui vont vous soutenir en vous aidant à chercher les solutions, pas en disant non, ça faut pas. C'est non, ça faut pas. Pourquoi ? Parce que, regarde, il va se passer ça. Et est-ce que c'est pertinent là dans ce que tu veux faire ? Oui, non, peut-être. Si la réponse est oui, bon, bah continue. Si la réponse est non, ok, bah, quelle solution on peut mettre en place ? Et plutôt quelqu'un qui aura vraiment cette approche-là de réflexion et pas juste de montrer je sais, parce que je suis entrepreneur, parce que j'ai plus d'expérience, parce que je gagne plus, et donc indirectement de vous descendre, quoi. Moi, j'ai un autre exemple. Vas-y. Qui m'a beaucoup touchée. C'est ma maman. C'est parce qu'en fait, moi, c'est mon activité pro, comme je démarre. Je me sens pas encore, on en parlait une fois précédente du syndrome de l'imposteur. Alors, c'est pas encore tant ça, parce que ça, j'y travaille et je l'apprends différemment maintenant. Mais c'est plutôt le fait que j'ai envie de lui proposer, de lui montrer en fait un projet quand il sera abouti. Et j'ose pas encore, tant que, comme là c'est encore un projet en construction, tant que dans ma tête j'ai pas atteint certains objectifs, j'ai pas envie forcément de le mettre en avant auprès de ma famille et de mes proches, parce que j'ai envie d'avoir encore mieux à leur proposer. Amie perfectionniste, il faut se calmer. Non mais c'est vrai, c'est un frein. Et en fait, d'elle-même, elle a mis un commentaire en public, hyper intéressant, avec un soutien incroyable, parce que du coup, ça veut dire qu'elle avait déjà regardé ce que je faisais, qu'elle s'y était intéressée, et qu'en plus, elle avait réagi à ça. Oh, mais ça m'a trop touchée. Mais vraiment, hein, ça m'a touchée, et je me suis dit, c'est fou en fait l'impact que ça a et combien ça fait du bien. Parce que surtout quand c'était un sujet vraiment particulier sur le psoas, enfin c'est pas quelque chose qu'on voit partout. Et je m'étais dit, oui, ça c'est le genre de sujet, peut-être que c'est pas assez mass market, quoi. Voilà. Après en même temps, c'est pas non plus ce que je cherche non plus, mais du coup ça complique parfois un peu les choses. Et en fait, je me dis, bah ouais, c'est un sujet en fait dont on parle peut-être pas assez, mais qui intéresse et en fait où les gens ont besoin d'être informés. Et ça m'a touchée de ouf, quoi. Ça m'a touchée de ouf. En fait, moi, ce que j'en vois, c'est que des fois, parce que toi, en fait, tu n'avais pas l'intention d'aller chercher ce soutien à ce niveau-là parce que tu voulais atteindre certaines choses. Et en fait, ce soutien, souvent, il vient d'endroits où on ne l'estime pas arriver et venir. Et ça, c'est agréable parce que autant on peut avoir des mauvaises surprises avec des mauvais entourages malgré nous, et avec le temps, on trie, on oriente, on va dire. Mais finalement, il y a aussi des belles surprises dans tout ça. C'est que ce soit spontané comme ça, que ça vienne comme ça naturellement, ça m'a trop touchée. On récupère une visibilité exactement de ce qu'on fait et de ce qu'on dégage, et où on touche des personnes de qui on n'estimerait pas un soutien, et il est là, et il vient, et quand c'est ça, on est plutôt content. Ouais, c'est même pas que je doutais de son soutien, mais en fait, je m'attendais à ce que ce soit peut-être plus en privé. Ah, au fait, comme elle l'a fait par le passé, j'ai vu sur ça, c'est hyper intéressant, ou tu vois, c'est pas qu'il y avait pas de soutien, mais c'est que je m'attendais pas à ce que ce soit ouvertement divulgué, enfin, tu vois, que ce soit rendu public. Ça m'a touchée, ouais. Et ben voilà, c'est la vie d'entrepreneur. Et là, c'est intéressant parce que toi, en plus, tu as un ressenti qui est de quelqu'un qui est dans ces étapes-là. Et donc là, ce que tu transfères, ce que tu partages, c'est réellement quelqu'un qui est dans ces étapes et qui a les problématiques de l'entrepreneur et qui, du coup, en fait, rencontre tant les problématiques que les récompenses. Ouais. Et c'est la joie de l'entrepreneuriat. C'est pour ça qu'il faut s'accrocher. Exactement. Il y a raison, et il y a sujet. Et l'entrepreneuriat, moi, de mon point de vue, de toute façon, et là on s'écarte un peu, mais c'est OK. Quand on parle de vision long terme, en fait, la réalité, c'est qu'on va
créer des relations, créer des affinités avec certaines personnes qui vont connecter à notre manière de faire de l'entrepreneuriat et on en crée des relations et des amitiés qui sont incroyables et on en crée des opportunités, même purement business, qui sont tout autant incroyables parce que on a persévéré à être soi. En étant authentique, on a persévéré, on est dans quelque chose qui nous plaît, on est dans quelque chose où on est dans l'action et on fait. Et dans cet univers-là du business et de l'entrepreneuriat, les gens nous voient parce qu'on est visible auprès de certaines personnes. Et ces certaines personnes, c'est ceux qui vous voient tels que vous êtes. Et donc, en fait, on en vient à des choses comme tu as reçu là, donc des personnes avec qui on a ce soutien indéfectible et ça, c'est plus que plaisant. Vous n'allez pas... Oui. Un problème? La passion. La passion, si. Vous n'allez pas trouver directement votre passion. Enfin, sauf si vous êtes chanceux, et je vous le souhaite. Il y a des gens, ils trouvent leur passion dès le premier business. Moi, j'en suis à... Attention à ce que tu vas dire. Moi, j'en suis à mon peut-être 10e business ou plus. Je sais même plus combien de business j'ai lancé ou tenté ou essayé. Ou, voilà, peut-être 20, peut-être 30. Bon. J'en suis à de nombreux business et je pense que je commence seulement à arriver dans les domaines où j'ai vraiment plaisir. Ce podcast, par exemple, moi, c'est le domaine qui me plaît. Je peux partager sincèrement ce que je pense, la vision que j'ai des choses, des sujets, peu importe, et le partager. Et ça, moi, c'est la meilleure chose, je pense. Et là, justement, je suis venu te voir aussi en termes de passion. Je réfléchissais depuis longtemps quel business model je peux avoir avec Grandir par l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, on a un podcast où je t'intègre petit à petit, où on fait des contenus ensemble, c'est très agréable d'ailleurs. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas de business model, il n'y a pas de rentrée d'argent, il n'y a rien. Et ça fait plusieurs semaines, mois maintenant, que je réfléchis, qu'est-ce que je pourrais intégrer dans cet écosystème-là pour, moi, aimer ce que je fais, déjà, première chose, mais surtout apporter de la valeur aux gens. Et ça me fait rire parce qu'il y a un soir, je rentre tard, je vois que tu es encore en train de bosser. Je rentrais, je crois, d'un dîner entrepreneur, donc j'avais le cerveau en ébullition parce que forcément, entre entrepreneurs, plein de trucs dans la tête. C'était un dîner, tiens, je vais y revenir. Donc, qu'est-ce qui peut nous faire tenir sur du long terme? Donc, bref. Moi, je sais pas quelle heure il était en plus. Il était minuit 10, 30, un truc comme ça. Tu étais encore en train de bosser sur ton ordi et je te dis, bon, t'as mangé. Tu me dis, ouais, vite fait. En gros, t'avais quasi rien mangé. T'avais pris un truc grignoté devant l'ordi sûrement. Mais t'avais bossé parce que ça te tenait à cœur, tu voulais bosser. Je fais, ok, moi, je monte. Dans ma tête, je me dis pas, je vais me coucher parce que j'avais pas envie de dormir. Mais je suis monté. Je suis allé sur mon ordi. Et puis t'imagines, toi tu sortais, donc t'étais déjà toi en énergie, ouais. T'arrives à la maison, je suis en énergie aussi de mon côté, forcément t'as pas envie d'aller dormir non. Quoi. Et justement, je vais sur mon ordi, je commence à me poser, et là je repense à tout ce qui a été dit, etc., un sujet ici et là. Je vais sur l'ordi, et en fait je me dis, je crois que j'ai une idée de ce que je voudrais faire. En fait, je tombe sur un outil d'un contact que j'avais rencontré il y a longtemps, qui fait des pages de vente, pour des groupes Telegram. Et je me dis, c'est vrai que c'était bien, j'avais trouvé ça intéressant pour tel truc de business et tout. Et en fait, là, c'était la première fois que je repensais à l'outil vis-à-vis de Grandir par l'entrepreneuriat. Et en fait, j'ai continué à bosser peut-être pendant 1h30, 2h, 3h. Je sais plus, parce que je crois que je suis venu me coucher à 4h. Et en fait, j'ai finalement trouvé l'offre que je veux apporter aux gens avec Grandir par l'entrepreneuriat. Suspense, cette offre que je t'ai expliqué le soir même, mais bon, on est repris le matin. L'offre, en fait, c'est simplement, moi, je veux créer une communauté d'entrepreneurs. Bon, jusqu'ici, vous l'avez sûrement très bien compris, on partage des informations, de la valeur, à notre vision, à la cool, avec des personnes qui résonneront sûrement avec notre manière de faire. Et bien moi, je veux maintenant que ces entrepreneurs-là, qui résonnent avec moi, qui aiment la manière dont je transmets de la valeur, puissent avoir plus de valeur de ma part. De ma part, mais de l'écosystème aussi concret. Parce que dans un écosystème et une communauté où on a des personnes qui sont intéressantes, telles que toi, telles que moi, telles que les personnes avec qui on travaille, les personnes que j'ai interviewées, telles que toutes ces personnes qu'on va rencontrer aussi, qui vont nous suivre, eh bien, chacun a de la valeur à apporter. Et je me suis dit, comment je fais pour réunir ça? Et finalement, la réponse, c'est un mastermind, donc un groupe
privé mastermind où on va, de manière hebdomadaire ou bimensuelle, avoir des masterminds, entre guillemets, à huis clos, où on va avoir un nombre de personnes qui sera maximum. Donc je ne vais pas évidemment prendre tout le monde et n'importe qui dans ce mastermind, mais plutôt je vais limiter l'entrée à un nombre de places qui sera assez faible finalement. Sélectif, ouais. Parce que le but, ce sera de faire des échanges avec les gens de ce mastermind, où on va relever les problématiques de chacun. Et ça, j'ai envie de le faire parce que je l'ai vécu, où on va relever les problématiques de chacun. Chacun va présenter sa problématique, qui il est, la problématique du moment, et au fur et à mesure sera la suivante. À la fin du tour de table, donc là potentiellement, évidemment, ce sera digital, l'idée c'est que tout le monde puisse y participer, on va choisir et on va voter pour 1, 2, voire 3 personnes qui vont, pour le restant de la soirée, puisque ce sera majoritairement le soir, pour le restant de la soirée, partager avec les gens plus de détails sur leurs problématiques, et où les gens vont poser des questions pour comprendre le sujet. Et donc, plus on va comprendre le sujet de la problématique, plus on va être à même d'y répondre. Et là où on va tous apporter des réponses ultra ciblées, ultra précises, laser, vers la problématique de la personne. Chaque personne a forcément une vision différente, chaque personne a de la valeur à apporter, et ça, pour moi, c'est juste incroyable. Donc, en termes de passion, cette passion que j'ai, moi, à avoir défini cette offre, et cette offre qui est alignée à ce que j'ai envie de proposer sur du très long terme, ça fait quoi? Ça fait plus de 10 ans maintenant que je fais l'entrepreneuriat. Il m'a fallu plus de 10 ans pour trouver cette offre et aligner avec le projet en tant que tel que je fais avec le podcast. Donc, c'est OK si vous ne la trouvez pas tout de suite, votre passion. C'est OK si ça prend du temps. Mais quoi qu'il arrive, restez malgré tout motivé et avec une vision long terme parce que c'est sur le chemin que vous allez trouver les réponses. Moi, cette réponse, tu vois, les circonstances de ouf quand même. Là, on a donné le détail de la soirée, t'étais pas couché. Moi, je rentrais de repas d'affaires. Justement, et c'est ces circonstances-là qu'on va rencontrer peut-être qu'à un moment, qui va nous donner un déclic et qui va nous dire, OK, je vais aller dans cette direction. Et en fait, 4h du matin, j'avais quasiment fini la page de vente. Là, on va la faire valider. Je vais prendre des retours de partenaires, d'amis avec qui j'ai travaillé depuis des années. Et ils vont donner un avis. Et comme ça, j'aurai une base entre guillemets, pour pouvoir commencer avec des gens qui me connaissent, qui savent comment je fonctionne, pour que vous sachiez, vous, comment est-ce que ce mastermind va pouvoir vous aider aussi, si vous en avez envie. J'ai aussi fait une offre qui est attractive, là je parle vite fait de l'offre histoire d'eux, parce que c'est intéressant aussi, ce sera 100 € par mois. Quelqu'un qui, pour 100 € par mois, a des masterminds quasi jusqu'à 2 ou 4 fois par mois. On verra le rythme en fonction du monde dans le groupe et de l'intérêt de le faire si fréquemment ou non. Mais enfin, c'est donné, quoi. C'est même pas 1 000 € l'année. Et justement, il y aura un paiement annuel à 1 000 € en gros pour résumer. Mais enfin, je trouve que c'est vraiment pas grand-chose. Parce qu'il y aura une offre annuelle. En gros, c'est la même chose que le mensuel, mais comme ça, tu payes d'un coup ton année et t'es tranquille. Tu sais que tu as accès au mastermind pendant 1 an, quoi qu'il arrive. Je ferai peut-être une offre à vie, on verra, mais en gros, l'idée, c'est ça. Et maintenant, pour donner un peu plus un retour d'expérience, pourquoi est-ce que j'ai voulu faire ça aussi? Parce que j'ai vécu des masterminds et à quel point ça débloque des choses dans notre tête. J'ai même pas été le sujet du mastermind sur ceux où j'y suis allé, mais en fait, les échanges qu'il y a eu sur les sujets qui étaient sélectionnés m'ont permis moi aussi de débloquer des freins, de débloquer des croyances. Et dans les réponses que j'apportais aux personnes, ça me faisait aussi grandir. Parce que pour apporter une réponse à quelqu'un sur son sujet, quelque chose qui est hyper ciblé en général, puisqu'on a posé plein de questions, etc., je suis obligé de réfléchir. Donc je suis obligé de penser. Pendant que tout le monde est en train de penser pendant ce mastermind, j'étais aussi en train de penser. Là, il y a une question intéressante, boum, ça me redonne un élément. OK, boum. Je réfléchis. Et le fait de réfléchir comme ça pour résoudre une problématique d'autrui, puisque moi j'aime beaucoup aider aussi, ça m'a fait me poser les mêmes questions. Et donc, naturellement, ça m'a aidé à avancer aussi. Donc, les masterminds c'est comme si c'était du coaching en one-one, version boostée, sous testostérone, parce que c'est pas juste une vision d'une personne. C'est pas que soi et qu'une personne. C'est un groupement de cerveau. C'est comme en fait un brainstorming total, mais sur nos problématiques, pour les résoudre. Et ça, moi, je trouve ça fascinant. Et en fait, avec le recul, je pense que j'aurais pu le voir plus tôt que c'est ce qui me drivait. Mais il a fallu que j'aille, par l'expérience, voir que c'était ce qui pouvait être ma réelle passion. De donner, certes, mais de donner dans quel cadre? C'était la question. Et parce qu'avant, tu n'étais pas dans une démarche non plus d'implication en termes d'énergie et de temps sur du long terme.
Avant, tu cherchais aussi beaucoup à automatiser les process que tu utilisais. C'est vrai. Et il t'a fallu peut-être justement du temps pour trouver ta voie et trouver ce pourquoi tu avais envie de mettre autant de temps et d'énergie. C'est vrai. Et je suis totalement d'accord avec toi. Trouver sa voie, donc c'est là quand je parle de passion, c'est ça. Je pense que tu as totalement raison. Trouver sa voie, c'est vraiment pas... en fait, ça se fait pas tout seul. Ça se fait avec le temps, avec l'expérience, avec ce qu'on récupère, avec la vision et notre évolution personnelle. Parce que peut-être que notre voie, alors j'appellerais ça mission de vie, notre mission de vie, elle est à tel endroit, qu'on la visualise de telle façon aujourd'hui, mais qu'en fait, on n'est juste aujourd'hui pas apte et conscient de la réelle mission de vie qui est cachée derrière. Exactement. Et là, aujourd'hui, petit à petit, plus ça va, plus je m'en rapproche. Et j'avais eu justement l'échange avec Ama, qui est du coup ma meilleure amie, et elle me disait, moi je pense, Jérôme, t'es pas encore à ce sujet qui fait que t'es dans ta mission de vie. Tu t'y rapproches, mais t'y es pas encore. Tu dois être sur un 8 sur 10. Et je lui fais, ouais, je pense sincèrement que je suis à un 8 sur 10. Et je pense que t'as raison. Et en fait, là je me rapproche, et là je sais qu'avec ce step, de ce qu'on fait là, avec Grandir par l'entrepreneuriat, avec ce mastermind qu'on va lancer, je suis quasi à un 9. Et je pense qu'on se rapproche petit à petit. On peut jamais être à 10, mais je m'y rapproche. Et ça me fait kiffer, quoi. Donc j'ai hâte de voir un peu comment ça va répondre un peu, comment vous allez réagir à ce type d'offre aussi, qui, je pense, sur le marché, j'en ai pas vu beaucoup. J'ai vu des masterminds à 20 000 euros, des masterminds à 30 000 euros, qui sont que des masterminds en général physiques, majoritairement physiques. Là, il y en aura aussi des physiques, mais qui seront en plus. Mais j'ai jamais vu un groupement comme ça d'entrepreneurs qui est full mastermind dans ce sens, ouais. On verra où ça nous mène. Des belles choses à venir. Ouais, votre passion, pour revenir sur la question, votre passion, elle se fera avec le temps. Et quand vous serez dessus, évidemment que ça va vous permettre de garder cette fameuse motivation et d'aller continuer à faire les actions pour du long terme. Mais avec tout ce qu'on a dit là, vous l'avez bien compris, ce ne sera pas toujours tout beau tout rose, mais il faut faire les actions. Il faut traiter les tâches. Il faut organiser ces tâches. Et il faut agir sur ces tâches. On est bon pour cette question ? On est bon. Next. La question suivante. Et je vais aller dans une question qui est plus axée sur nous. Et donc là, je te la pose et on me la posera ensuite, évidemment. Quelle stratégie utilises-tu pour maintenir un équilibre entre ta vie professionnelle et vie personnelle ? En tant qu'entrepreneur, évidemment. J'allais dire une blague, mais c'est pas faux. Vas-y, fais la blague. Je me prends... Non, je pense qu'en vrai, sans le côté blague, je pense qu'avoir du temps seul, moi, ça me fait du bien. Avoir des moments aussi où j'ai du temps juste toute seule pour pouvoir me recadrer, ça me permet vraiment de pouvoir me faire du bien et faire la part des choses, je pense. Parce que quand on est la tête dans le guidon, c'est vrai que quand tu es dans l'entrepreneuriat, tu bosses et tu vois, c'est l'exemple que tu donnais avant. Il y a des fois, on est dans notre truc et on y passe énormément de temps. Et c'est OK. Déjà, il faut être avec un partenaire qui puisse l'accepter aussi. Mais ça, c'est le rôle de la communication. On en avait parlé. Là, je sais que moi, je suis toujours dans une phase qui me demande beaucoup d'implication, beaucoup de travail. Que j'ai organisé sur un rythme qui demande beaucoup de rigueur. Et on en a discuté et on sait que ça sera relativement, je l'espère, court dans le temps, mais que ça va quand même demander du temps. Donc déjà, la première chose à faire, je pense que pour concilier les deux, c'est la communication, d'en parler pour que l'autre ne se sente pas rejeté ou ne se sente pas considéré dans la relation. Et qu'il comprenne que c'est pas contre lui, mais que c'est pour soi qu'on fait ça. Non, c'est mort, je veux pas que tu travailles beaucoup, c'est terminé. Oui, mais t'aurais pu me le reprocher. T'aurais pu rentrer ce soir-là en me disant non mais t'abuses, t'es encore devant ton ordinateur, t'as même pas mangé, t'as vu l'heure qu'il est, vas-y viens, on va se coucher. Alors que finalement, ça m'a galvanisé de ouf. Oui, mais tu vois, parce qu'on avait eu aussi cette conversation avant et que tu savais aussi que moi j'étais dans une phase qui demandait aussi cette implication-là. Et que je t'ai toujours dit que... aussi là-dedans. Voilà, je t'ai toujours dit que moi tu pouvais à tout moment avoir ce comportement que j'ai aussi. Non mais voilà, mais c'est parce qu'on en avait discuté aussi. Parce Exactement, que la communication. La communication, sans communication, ça aurait pu se passer différemment. C'est vrai.
Et je pense que du coup, c'est pour ça que c'est important. Et derrière aussi, c'est aussi agréable, et c'est aussi pour ça qu'il y a de la communication, de pouvoir aussi me prendre des fois, ne serait-ce que 10 minutes solo, où je souffle, et après, hop, je suis connectée, et je suis avec toi, et on peut discuter d'autres choses. Mais comme ça, moi, j'ai vidé aussi mon esprit de toutes mes préoccupations internes, de tout ce que je pouvais penser d'un point de vue professionnel ou autre, pour après arriver sur la sphère plus privée, où là, on peut retrouver notre relation de couple, vraiment, et où là, on va échanger sur d'autres sujets autres que le travail, mais qui seront des projets personnels, des projets de voyage, des projets, ou même juste, tiens, j'ai lu tel article, j'ai vu telle chose, ça m'a fait réagir, je te le partage, et c'est hyper intéressant, mais je pense que c'est important de savoir où mettre les limites pour gérer le temps de chaque chose. Et je rebondis sur un élément parce que c'est vrai que nous, on a eu le sujet à quelques reprises où on avait envie de prendre des moments pour nous, où l'un avait envie de prendre un moment pour nous et pas nécessairement l'autre à cette instant-là. Et on a toujours, on a vu par expérience que en communiquant et en vidant la tête de la personne qui avait besoin de traiter les éléments, en fait, ça retirait cette charge mentale. Parce que, ok, c'était indirectement traité, en tout cas organisé ou planifié, je dirais plus. Et donc, ça a apporté de la clarté. Et après, on avait l'occasion de passer un moment ensemble, vraiment totalement à l'aise, confort, sans pression et de charge mentale. Et où on a vécu, suite à des situations comme ça, des super moments ensemble. Bah oui. Et ça a été très bien. Au même titre que ça arrive aussi, et en fait, ça arrive d'ailleurs souvent, que généralement, parce que c'est vrai qu'on est assez synchro sur ça, je trouve. Généralement, quand l'un a besoin d'un moment, l'autre est très content de l'avoir aussi. Oui. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et c'est là où c'est hyper cool, parce que du coup, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Par exemple, si moi, je sais que je suis focus travail et que tu me dis « Ah, bah là, je suis invitée, nana », vas-y, comme ça, moi, je sais que je peux faire mon truc et toi, tu fais ton truc. Et à contrario, des fois, j'ai envie, moi, d'un moment juste off, et où je vais dire tu veux pas te faire une petite game ou un truc comme ça, moi, je me prends mon temps de mon côté. Et du coup, on est tous les deux contents, en fait, d'avoir aussi ces temps-là. Et derrière, ça fait que quand on se retrouve, ouais, on est apaisé, on est cool, on est dans un bon état d'esprit et on n'est pas sous pression. Et je pense que c'est important de pouvoir communiquer et pouvoir se le dire pour aussi pouvoir gérer les choses. Voilà. C'est ça. Et je rebondis encore, parce qu'en fait, ça veut dire aussi identifier notre tempérament. En fait, nous, on a tous les deux des tempéraments d'introvertis, à capacité sociale, clairement, ou asociale par moment. Plus ou moins développé. Mais non, mais on a quand même une aisance sociale, oui. Mais on n'est pas toujours à l'envie de le faire. On aime beaucoup être dans notre coin. Et ça, c'est notre côté très introverti. Et donc, en fait, le fait de le savoir et de l'identifier, il ne faut pas se mentir à soi-même. Hein. Là, l'idée, nous, c'est qu'on le sait. On se connaît bien, ça va. Donc, l'idée, c'est qu'une fois qu'on le sait, dans cette direction, de se comprendre et donc de communiquer dans ce sens. Et ça, très vite, nous, on a su le faire. Mais donc, là où je voulais intervenir et donc partager, c'est identifier quel tempérament vous avez et soyez honnête avec vous-même sur ça, ça aidera. Et en fait, tout coule beaucoup mieux derrière. Et dernière chose sur laquelle j'aimerais revenir par rapport à ce sujet-là, c'est que des fois, c'est OK qu'il n'y ait pas d'équilibre. N'essayez pas forcément de faire en sorte que vous ayez 50% pro, 50% perso ou répartir. Parce que des fois, dans la vie, ça ne peut pas se passer comme ça. C'est question de timing. Et c'est OK. Là, je vois, par exemple, cette semaine, on a beaucoup travaillé peut-être sur des créneaux horaires plus conséquents que ce qu'on aurait eu à d'autres moments. Mais on l'a fait aussi parce que la semaine prochaine, on part aussi en voyage tous les deux et on sait qu'il y aura moins de place pour le boulot. À Madère. Mais l'équilibre, en fait, il se fait dans le temps. Il n'est pas forcément sur une journée. Il faut avoir un mode de vie équilibré dans la durée. C'est ça. Et je pense que ça, c'est important parce que ça enlève aussi la culpabilité de se dire... là, par exemple, là, oui, en effet, il y a des soirs où je travaillais très tard, mais c'était aussi pour être sereine et pouvoir profiter réellement de Madère, par exemple. En me disant, bah oui, ça, c'est fait, c'est organisé, c'est carré, et je sais que je peux partir sereine et que le jour où on rentre, je ne vais pas être en roche à me dire, vite, mon ordinateur. Exactement. Et donc ça nécessite une organisation en amont et en effet de déséquilibrer un moment la balance pour pouvoir la rééquilibrer par la suite et pour pouvoir en fait réellement profiter de ce qu'on fait tout le temps. Surtout que quand on a, parce que moi des fois ça m'arrive aussi, mais je sens une énergie, une créativité, ça y est, je suis partie dans un truc et j'ai pas envie de m'arrêter à ce moment-là.
Et il faut l'exploiter. Et ouais, c'est ça. Il faut profiter de ce moment-là quand on est en énergie. Il faut en profiter parce que c'est là qu'on va avoir des regrets. Si on est full créatif et qu'on est vraiment dans notre truc et qu'on est lancé, sauf bien sûr aux contraintes particulières majeures, hein. Mais si c'est possible d'en profiter, ne vous bridez pas. Je pense que c'est hyper important. Déjà parce que votre partenaire, il verra que vous êtes bien, quoi. Parce que généralement, quand on est dans cette énergie-là, on est hyper optimiste, on est à fond dedans, on est content de ce qu'on fait, on y va avec le cœur. Donc déjà, lui, il sera aussi content de vous voir comme ça. Et en plus, derrière, une fois que ça c'est fait et que vous êtes arrivé au bout de votre truc, vous vous sentez tellement bien que derrière, vous avez vraiment du temps à offrir à votre partenaire. Du temps de qualité. Exactement. Et c'est ce qu'on recherche. Ah oui. Que ce soit du temps avec les proches, que ce soit le temps avec le compagnon ou compagne, que ce soit le temps avec nos amis, notre famille, ou même nos partenaires d'affaires, quand on les voit sur des temps un peu plus off, et ben on a envie du temps de qualité. Et donc pour ça, il faut qu'on soit aligné, qu'on soit bien. Et en effet, ce détail de savoir gérer vie pro, vie perso est très important. Et j'avais l'échange aussi avec Anne sur le sujet, et c'est vrai que l'équilibre, encore plus quand on a des enfants, nous on n'en a pas, donc on a cette chance de ne pas avoir à inclure encore cet élément qui prend souvent beaucoup de place dans une vie, mais il me le disait aussi au niveau famille, tu te dois de l'inclure de manière comme une partie prenante totale dans ta vie, et de faire en sorte de trouver aussi l'équilibre vis-à-vis de ça. Comme tu prendrais un rendez-vous, en fait, pour prioriser le travail, tu prends un rendez-vous, mais pour un temps perso, en effet, parce que là, surtout dans le cas d'enfants, c'est d'autant plus particulier, puisque eux ont besoin de toi. C'est un impératif. Ça fait partie des cas majeurs. Exactement. Et puis, tu as envie de les éduquer, tu as envie de leur apporter, donc forcément, tu te dois de prendre ce temps. Oui. Je reprends ce coup-ci la question, mais pour moi, je me la remets en tête. Et la question, c'était quelle stratégie est-ce que j'utilise pour maintenir un équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie professionnelle et personnelle. Il n'a que sa vie professionnelle. Eh bien, en fait, non, mais il faut le dire, en tant que personne bien accompagnée à ce jour, j'ai quand même la chance d'avoir réussi à équilibrer d'autant plus ma vie entre ma vie perso et professionnelle. Pendant longtemps dans ma vie, et il faut le dire, j'ai eu un développement humain et personnel qui s'est fait quasi que sur le business, parce que je n'avais quasi que le business dans ma vie et je ne priorisais que le business. Donc j'avais une croissance qui était personnelle, mais plus sur des axes plus privés, que je n'avais pas pris le temps de développer. Donc j'avais un déséquilibre humainement. Alors on ne peut pas être équilibré partout, hein, c'est pas possible, mais j'avais un déséquilibre qui était très fort. Donc j'étais ultra performant côté business, à cette époque en tout cas. Et sur l'autre aspect plus humain, personnel, même si j'étais bon en networking, je n'étais pas bon pour créer des relations saines et profonde avec des personnes avec qui je connectais et j'avais les mêmes valeurs. Donc en fait, il y avait un déséquilibre. Et puis encore plus sur la sphère personnelle, privée, compagnon-compagne, où je n'étais pas en capacité, puisque je ne m'étais pas assez développé, à identifier les bonnes personnes pour moi, à savoir ce qui allait bien pour moi et ce que je voulais dans ma vie, etc. Donc j'avais un vrai déséquilibre avec une prédominance vraiment du business. Donc je l'ai appris à mon détriment, que quand ça arrive, des fois, on connecte avec les mauvaises personnes. Ces mauvaises personnes nous font très vite comprendre qu'on les a mal choisies et que donc elles nous font des dingueries dans nos vies. Et ensuite, on a la même chose au niveau personnel. On choisit les mauvaises personnes, des personnes qui n'ont pas les mêmes directions de vie, qui n'ont pas les mêmes affinités, qui n'ont pas les mêmes valeurs. Et en fait, là, on se prend des claques. Au côté, je dirais plus relations humaines, amicales, voire professionnelles, mais avec qui on crée de l'affinité et on veut travailler ensemble. On fait des erreurs parce qu'on n'a pas assez développé notre analyse, notre compréhension de ce domaine-là de vie. Ça fait mal. Bah oui, ça fait mal. Côté privé, perso, les relations, pareil. On connecte avec des mauvaises personnes et ça nous fait du mal. Seulement, parce que ça nous fait du mal et parce qu'on comprend ce qui se passe, on ne refait pas les mêmes erreurs. En tout cas, on essaie de ne pas être trop con. Pareil au niveau relations humaines. Et donc petit à petit, on revient équilibrer ce qui était, donc là, moi dans mon cas, ce que j'avais donc de business qui était très prépondérant, je l'ai rééquilibré. Et au bon timing, où j'ai rééquilibré tout ça, je t'ai rencontré aussi. Et donc ça a permis
que tu m'apportes aussi une fondation qu'on a construite ensemble qui est beaucoup plus solide sur cette équipe de vie où j'arrive à avoir du temps perso, à accepter que des fois je déconnecte complètement, qu'on fait des choses ensemble, que je fais des choses tout seul et où je n'ai pas à m'occuper du business. Et inversement, par contre, quand je me mets en business, du coup, le focus y est beaucoup plus et je suis beaucoup plus pertinent et performant. Donc, il y a un équilibre qui s'est fait avec le temps entre vie perso et vie pro qui n'était pas là au début. Et dans mon cas, ça a été les erreurs qui m'ont appris. Et maintenant, comment est-ce que, avec le temps, j'arrive à l'entretenir ? En fait, en acceptant mes envies aussi. Heureusement que je suis rentrée dans ta vie. Je peux le dire, oui. Et voilà, mais et ça, c'est record. Mais tu sais que j'ai un exemple par rapport à ça pour illustrer ça. Vas-y. Au début, où on était ensemble, je t'ai accompagnée à un repas où, en fait, c'était essentiellement en fait, des partenaires d'affaires, plus ou moins proches. Hein, et ça a donné une table avec, je sais pas, on était combien 20, peut-être 30, j'en sais rien. Il y avait une table comme ça, une table comme là. Et il y avait Lauriane. Et Lauriane, c'était une rencontre, je peux pas te dire. Ouais, je me souviens, ça y est. Et on n'était pas à la même table, hein, pourtant. Et je t'en ai parlé, je t'ai dit, mais Lauriane, et tu m'as dit, en fait, je la connais que d'un point de vue pro, je la connais pas outre mesure, quoi. Pas plus que ça, oui. Oh, mais non, mais attends, il faut absolument la connaître davantage, c'est sûr. Et moi, du coup, on s'est revus dans un cadre plus perso et moins pro. En tout cas, pour ma part, il n'y avait pas de sujet puisqu'on n'avait pas de relation professionnelle, mais en tout cas pour vous. Mais moi, ça a été une révélation. Et humainement, je pense que c'est une personne incroyable. Professionnellement aussi. Bien sûr. Mais et qui, à l'heure d'aujourd'hui, du coup, est une amie. Mais oui. Avec Loïc, son compagnon aussi. C'est très bons amis. Et, mais oui. On va se suivre, on le sait, très longtemps. Mais c'est un bon exemple parce que justement, quand tu es très pro, tu prends pas le temps de creuser les personnes nécessairement. Alors oui, tu creuses côté business, tu vois l'intérêt business, mais tu en oublies le côté humain. Et aujourd'hui, où forcément j'ai beaucoup plus développé ça, alors je l'avais déjà développé à cette période-là, mais y a toujours une notion de à qui on donne la confiance de tel projet, de machin, et de quel timing de vie aussi on est, et où j'étais sur un timing de vie très business, aussi à ce timing-là. Mais ouais, non, il y a un vrai sujet là-dessus, et qui a été travaillé, qui continue à être travaillé constamment. Donc voilà, dans l'idée, si vous voulez équilibrer ce côté vie pro-perso, posez-vous la question d'où est-ce que vous avez une prépondérance de l'un ou de l'autre, essayez de le balancer, allez travailler les autres sujets de vie aussi, et savoir si, si vous, c'est plus le côté famille, par exemple, allez voir si le côté plus amical, vous êtes à l'aise avec ça, et est-ce que vous avez des déceptions ? Oui, apprenez de ces déceptions, et trouvez ce qui correspond le mieux. Et côté pro, pareil, peut-être que vous avez bossé avec les mauvaises personnes, ou alors des personnes qui n'avaient pas la même direction, bien pareil, ne lâchez pas, comprenez, apprenez, et servez-vous de ça comme un levier pour aller chercher les bonnes relations derrière. On est bon. Et on fait plein de bisous à Lauriane et Loïc. Et on fait plein de bisous à Lauriane. S'ils regardent, on va rigoler. Mais en tout cas, je pense qu'on est bon pour cet épisode-là. On a eu pas mal de bons échanges. Au final, on n'allait que sur 2 questions. Et 2 questions qui méritaient le temps qu'on leur avait donné. Donc ça a été un grand plaisir. J'espère que vous avez aimé un peu ce partage qui a été très axé sur ce qu'on peut vous apporter, mais sur aussi nos retours d'expérience. Et posez-nous encore plus de questions. On aura évidemment hâte. Et ce sera un grand plaisir pour y répondre, je pense. Exactement. L'équipe, on se dit à très bientôt. Je vous souhaite un très bon temps personnel et professionnel. Prenez les deux, profitez des deux. Et on se dit au prochain épisode. Ciao.